je termine sur quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement agréable, puisqu'on va parler avant tout des formes avancées. Donc la diapo en arrière, c'est la flèche rouge, la voici. Donc simplement de l'hormonothérapie optimisée, parce qu'il est très probable que l'hormonothérapie dont on a déjà un peu parlé ce matin, qu'on utilise, vous le savez, soit en phase précoce, mais aussi et beaucoup en phase avancée, celle que vous connaissez aujourd'hui, le tamoxifène, inhibiteur de l'aromatase, fulvestrant, eh bien, ne sera plus seule. Elle ne l'est déjà plus en phase avancée, et comme vous le savez très souvent en oncologie, on commence par développer et valider des techniques en phase avancée pour, évidemment, les faire évoluer au stade précoce. Donc l'hormonothérapie ou la monothérapie, c'est presque terminé. Donc, on va en parler rapidement. Je vous rappelle, mais ça, vous le savez déjà, toutes et tous, que, à part quelques exceptions près, étant donné les petits sourires que j'ai vus de mes collègues, hein, mais quoi qu'il en soit, que l'hormonothérapie, ça concerne toute femme ayant un cancer hormonodépendant, et que les cancers hormonodépendants, c'est presque 80% des cancers du sein, et on va exclure, bien sûr, celles qui ont aussi, en concomitant, une hyperexpression de la protéine R2, puisque c'est de celle-ci dont on va parler. Donc, ça représente quand même 70% des femmes opérées aujourd'hui. Vous le savez aussi, les formes dites RH+, rechutent un peu moins vite et peut-être un peu moins intensément que les triples négatives, mais elles rechutent. Et elles rechutent aussi très longtemps après, un peu à l'inverse des triples négatives, et donc ne pas se contenter de dire, puisqu'elle est hormonodépendante, le pronostic est forcément meilleur. En tout cas, le pronostic, il est différé. Et il faut savoir aussi les surveiller très longuement, juste pour vous rappeler, parce que cette méta-analyse, actualisation de la méta-analyse d'Oxford, qui a été publiée depuis, mais qui avait été présentée il y a 3 ans comme ça, à Chicago, nous avait confirmé que même des toutes petites tumeurs, ce qu'on appelle les T1, N0, c'est-à-dire moins de 2 cm et sans ganglions atteints, pouvaient développer des métastases dans les 20 ans jusqu'à 14% des cas. Donc, ce qui explique qu'on voit vraiment des rechutes dites tardives. Alors certes, très hormonosensibles, mais des rechutes quand même. Je parle bien de rechutes métastatiques et pas de rechutes donc loco-régionales. Alors je vous rappelle que quand on traite des femmes, malheureusement au stade avancé, qu'ils soient de novo, mais c'est rare en France, hein, que d'emblée au moment du diagnostic, la maladie soit disséminée, le plus souvent c'est une maladie secondaire, et bien sûr 100 femmes que l'on traite aujourd'hui, 65 ont une tumeur hormonodépendante, donc c'est véritablement quelque chose de très fréquent. Et que dans ces cas-là, et on va parvenir sur l'ensemble de l'histoire, il faut toujours privilégier l'hormonothérapie plutôt que la chimio, à partir du moment où on n'est pas devant des formes extrêmement agressives, très bruyantes sur le plan symptomatique, et dites hormonoréfractaires. Et c'est quand même l'hormonothérapie le premier choix de traitement en phase de rechute métastatique ou avancée d'un cancer du sein. C'est validé parce que de toute façon, vous ne ferez pas mieux en débutant par une chimiothérapie en termes donc de quantité de vie et de qualité de vie surtout. Alors, nos collègues endocrinologues ne sont pas là, mais ils vont comprendre pourquoi, effectivement, on va en avoir de plus en plus besoin, notamment, mais pas que, on l'a dit aussi avec l'immunothérapie ce matin, on aura besoin des dermatologues, on aura besoin des internistes, on a surtout besoin, nous, oncologues et toutes les équipes cancérologiques, de savoir s'adapter aux effets secondaires nouveaux de ces thérapies. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne va pas se contenter de cibler les oestrogènes avec, pardonnez-moi, c'est passé, voilà. J'essaye de revenir à la diapo antérieure, puis-je ? Voilà. On ne va pas se contenter donc de simplement lutter contre les œstrogènes, soit en diminuant leur production, vous le savez, surrénalienne par les inhibiteurs de l'aromatase, soit en agissant sur leurs récepteurs nucléaires par les SERM ou les SERM, donc tamoxifène ou fulvestrant. On a compris qu'il existait des voies de signalisation croisées, ce qu'on appelle les crosstalk, donc un dialogue au niveau cellulaire entre différentes voies de facteurs de croissance et la voie médiée par les hormones, ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, je crois qu'on est arrivé presque au bout de ce qu'on peut faire avec les hormonothérapies classiques et qu'on va plus les associer aux voies de signalisation croisées dont elles médient les effets et qui, je vous le rappelle, sont adaptatives. C'est-à-dire que ça va nous poser des problèmes parce que quand vous en bloquez une autre va apparaître. Mais globalement, c'est un profil dynamique. Et aujourd'hui, les nouveautés en termes d'hormonothérapie qu'on appelle optimisées, c'est d'associer ces hormonothérapies traditionnelles à des thérapies qui vont aller bloquer les voies de signalisation croisées qui existent et donc augmenter leur efficacité, potentialiser l'efficacité, retarder l'émergence de résistance liée à un phénomène adaptatif, et ça marche. Alors ça marche surtout, et c'est pour ça qu'on m'avait demandé de faire les coups de cœur sur l'année, donc ça va être juste les inhibiteurs de cycline et un tout petit peu les inhibiteurs de la voie PI3K-mTOR. Et pourquoi on parle des diabétologues, des endocrinologues, c'est que ce sont des voies ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on va bloquer des voies de croissance, mais qui interviennent aussi dans le métabolisme classique et l'homéostasie générale.
Donc pourquoi on en parle? Parce que surtout des inhibiteurs de cycline, on va aller vite là-dessus parce qu'il y a une animation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et on n'a pas le temps ni la volonté de faire de la science juste avant de manger. Mais je vous rappelle que le complexe cycline intervient dans la transition, dans la phase du cycle cellulaire et qu'en fait, dans des cancers hormonodépendants, il existe aussi des interactions très fines entre les voies médiées par les œstrogènes, avec leur facteur de transcription E2F, et ce complexe cycline et CD4-6, et qu'en fait, on sait que dans les tumeurs dites hormonorésistantes, ou en tout cas hormonodépendantes, ce complexe-là va être hyperactivé. Et donc, en fait, en bloquant par des inhibiteurs de CD4-6 les cyclines ici, eh bien, vous allez éviter, ou du moins ralentir, ou du moins bloquer l'entrée en cycle des cellules tumorales, donc leur prolifération. Et ça a été étudié de longue date. Alors en fait, il y en a 3 aujourd'hui, et vous allez en entendre parler parce que peut-être vous voyez déjà des patientes en cours de ce type de traitement, mais vous les aurez aussi en phase précoce dans les années à venir. Donc voilà, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, il y en a 3, des inhibiteurs de cycline, 3 sur le marché. Le premier en mai 2018, les 2 autres là en début d'année 2019. Donc ce sont des molécules aujourd'hui qui existent, qui sont assez proches, même si parfois structurellement différentes. Mais quoi qu'il en soit, il y en a 3. Alors tout simplement pour vous rappeler que quand on est en phase avancée, chez les patientes dites hormonosensibles, donc dont la tumeur est hormonodépendante, le site métastatique aussi, et qui rechute tardivement, l'hormonothérapie traditionnelle, ça marchait et ça continue de le faire. C'est notre choix de première intention. Et qu'est-ce qu'on attend d'une hormonothérapie traditionnelle? Eh bien, de bloquer la prolifération de cette masse tumorale métastatique pour un minimum de 9 à 14 mois, avec par ordre de croissance d'efficacité dans l'hormonothérapie traditionnelle, le tamoxifène historique, les inhibiteurs de l'aromatase, puis le fulvestrant, le fameux Faslodex, injectable en intramusculaire. Je vous rassure, dans quelques années aussi, on va avoir la forme orale, elle est en cours de développement. Et quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on attendait en fait de l'hormonothérapie traditionnelle. Environ 10 à 15 mois de contrôle évolutif de la maladie métastatique, sans symptômes et avec une qualité de vie, somme toute, préservée par rapport à une chimiothérapie notamment, en dehors bien sûr des symptômes liés à l'hormonothérapie traditionnelle. Avec ces 3 inhibiteurs de cycline, qui ont été largement développés depuis 5 ans avec, et au travers de multiples études randomisées. Vous entendrez peut-être parler, ça m'étonnerait, mais des programmes Paloma, Mona Lisa, Monarch. Eh bien, il y a eu de multiples études qui ont essayé d'améliorer donc ces résultats de l'hormonothérapie traditionnelle. On n'y reviendra pas. Toutes, lorsqu'elles ont été testées, ces molécules, en association avec l'hormonothérapie traditionnelle, par comparaison dans des études randomisées, avec la même hormonothérapie et le placebo, ont montré leur efficacité. Ça ne fait pas de doute, c'est validé. Comment? Vous doublez le temps avant que la maladie évolue. C'est-à-dire que là où vous attendiez environ 1 an ou 14 mois de contrôle, vous en avez plus de 2 aujourd'hui en rajoutant un inhibiteur de cycline à l'hormonothérapie traditionnelle en phase avancée. On n'avait pas encore de résultats en survie globale, c'est-à-dire qu'on améliorait le contrôle de la maladie durablement, on améliorait les taux de réponse, on n'avait pas encore de résultats en survie, vous allez voir que c'est le scoop en fait de l'ASCO il y a 15 jours à Chicago. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la survie sans progression, qui a une notion extrêmement importante, vous donner du temps supplémentaire à la patiente sans que sa maladie évolue dans des conditions de vie maintenues. C'est quand même l'objectif en phase avancée. Eh bien, toutes ces molécules, que ce soit en phase avancée, réfractaire ou en phase plus sensible, l'ont montré. Donc aujourd'hui, c'est un standard. Attention, ces molécules ne sont pas complètement anodines. Lorsque vous l'ajoutez à l'hormonothérapie, vous avez des effets toxiques supplémentaires, et notamment des effets qui sont surtout biologiques, hématologiques. Donc neutropénie, un peu d'anémie, un peu de thrombopénie. Pour l'un, un peu plus de diarrhée également, mais globalement, pas de toxicité limitante. C'est ce qui permet à ces études d'avoir démontré aussi un maintien de qualité de vie. C'est-à-dire que non seulement on fait mieux, en termes de temps, sans maladie évolutive donnée à cette patiente, mais on fait mieux en préservant la qualité de vie de ces patients. Mais je le répète, ça nécessite un petit apprentissage, des contrôles réguliers, et très souvent les patientes pensent que c'est de la chimiothérapie orale parce que ça fait baisser les globules blancs. On pourrait s'en rapprocher si on était des pharmacodynamistes, mais ce n'est pas théoriquement de la chimiothérapie. Elles perdent peu ou exceptionnellement leurs cheveux avec ce type de traitement. Donc on garde les effets de l'hormonothérapie sans majorer vraiment les autres effets. Donc un traitement relativement simple. Ce qui fait qu'avant juin 2019, dès novembre 2019, aujourd'hui en phase avancée, en rechute hormonosensible, 60% de nos patientes traitées en rechute sont hormonosensibles, eh bien en fait, c'était déjà considéré depuis novembre 2018 comme une option à part entière de niveau 1A, c'est ce que je vous mets ici, lors des recommandations européennes, mais au même titre
que les autres, c'est-à-dire hormonothérapie seule traditionnelle, tamoxifène, inhibiteur de l'aromatase, fulvestrant. Et en fait, la nouveauté, ça a été rapidement, dès octobre, un petit signal que non seulement on faisait mieux en contrôle, on faisait mieux en durée de contrôle, mais peut-être même qu'on améliorait la quantité de vie. Alors ça a l'air bête, mais c'est quand même le Graal de toutes les équipes oncologiques, c'est non seulement d'améliorer la qualité de vie de ces femmes en rechute, mais aussi d'améliorer la quantité globale de vie qu'on leur donne par rapport à l'histoire naturelle de leur maladie. Il y avait déjà un petit signal, on va dire en octobre 2018, mais ce n'était pas statistiquement significatif, donc on ne pouvait pas dire grand-chose. Et en fait, là, il y a 15 jours, à Chicago, premier résultat positif en survie globale de l'association de cette hormonothérapie optimisée par rapport à l'hormonothérapie traditionnelle, avec un gain en survie globale. L'étude randomisée, on s'en moque un peu, c'est pas le but de faire de la méthodologie, mais c'est une étude valide méthodologiquement. Et donc, elle montre que les courbes se décrochent à 28 mois et que, par conséquent, il y a un vrai gain en survie globale. Sur le plan méthodologique, c'est tout à fait valide. On peut toujours en discuter, mais c'est valide. Avec, et je pense que vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu un battage médiatique, comme toujours, sur RTL, dans tous les médias, 30% de moins de décès grâce à ce type de traitement. En fait, il y a une réduction du risque de décès de 30%, mais ce qui est considérable parce que depuis 30 ans, on n'avait jamais montré de gain en survie globale en termes d'hormonothérapie dans le cancer du sein en rechute. Jamais. Jamais. À part quelques exceptions de petites études. Donc c'est certainement la première, c'est pas les autres vont arriver, mais qui nous montre que cette stratégie avec inhibiteur de cycline, d'hormonothérapie optimisée, fait nettement mieux en qualité, en durée et en quantité de vie. Voilà. Et ça nous intéresse aussi, c'est que ces thérapies optimisées nous permettent de retarder le temps où on va infliger à cette patiente une chimiothérapie. Parce qu'effectivement, la majorité d'entre elles, vous l'avez compris, vont évoluer malgré ces différentes hormonothérapies, malgré ces thérapies ciblées ou non ciblées, mais optimisées, et donc releveront à ce moment-là d'une chimiothérapie. Et aujourd'hui, c'est un vrai critère. C'est le temps que vous allez donner à votre patiente avant qu'elle soit obligée de débuter pour sa phase de rechute une chimiothérapie. Et ce temps est largement allongé avec ces traitements, ce qui permet évidemment une amélioration de la qualité de vie. Évidemment, comme toujours, c'est publié en instantané dans New England Journal of Medicine de juin 2019, sorte de concertation, on va dire, mais en tout cas, celle est dans le New England. Alors, simplement pour vous dire que probablement que les prochaines recommandations dès octobre prochain, c'est que ces inhibiteurs de cycline associés aux hormonothérapies traditionnelles en phase de rechute seront non plus une option parmi les autres, mais la première. Quand vous avez mieux en survie sans progression, une meilleure qualité de vie, voire la même, et une amélioration de la survie, ça ne peut plus rester une option parmi les autres, ça devient l'option de référence. On va attendre donc octobre, mais ça sera probablement ça. Et pour finir très rapidement, je vous rappelle que ça, c'est une des voies. On utilise des inhibiteurs de cycline ici qui interviennent, mais il y a une autre voie aussi largement utilisée aujourd'hui en cours d'évaluation, c'est la voie des PI3K mTOR. Il y a des études, on va aller vite là-dessus. On a des inhibiteurs spécifiques de la voie PI3K mTOR AKT, et qu'on associe aux hormonothérapies. Et c'est, l'étude Solarin, on va aller très très vite, mais c'était une étude qui comparait une hormonothérapie, en l'occurrence le fulvestrant, versus la même, plus ces molécules qui se prennent par la bouche, ce sont des molécules orales, et qui a montré là aussi un gain en survie sans progression. Vous doublez la survie sans progression. Attention, ça ne concerne que les patientes qui ont une mutation activatrice de cette voie. Donc faut-il encore la connaître? Et pour la connaître, il faut la rechercher. Et pour la rechercher, il y a un coût, parce que c'est une analyse moléculaire. Et donc, ça va nous poser des problèmes aussi, parce que c'est pas dans nos pratiques de faire un test systématique de la recherche de cette voie mutée activatrice, mais il faudra bien le faire, parce que ça concerne 30 à 40% de nos patientes, et ça offre, et ça offre des options nouvelles demain. Alors là, il y a un vrai problème, comme toujours en France, c'est que le progrès dépasse le financement. C'est-à-dire, comment on va financer ça? C'est pas donné, on va pas s'éterniser là-dessus. Et je finis, pour aller très vite, toutes ces molécules dont je vous parle, et encore, je vous ai épargné un certain nombre. Alors attention, c'est toxique, les inhibiteurs de PI3K, et c'est pour ça que c'est dommage que les endocrinologues soient partis, parce que ça donne du diabète, 40% de diabète. Ça donne des rages cutanées, parfois très sévères. Ça donne des diarrhées. Bref, c'est de la gestion là qui n'est plus du tout celle des inhibiteurs de cycline, une gestion très compliquée. Donc déjà, ne les proposer qu'à des femmes qui vont en tirer bénéfice, donc dont la tumeur a la fameuse mutation. Faut-il encore qu'on la connaisse au moment du diagnostic? Mais ça apparaîtra probablement dans beaucoup de cas demain sur les comptes rendus anatomopathologiques. Mais comme toujours, quand ces molécules montrent de tels résultats en phase avancée, elles sont évaluées en phase adjuvante, c'est-à-dire pour améliorer encore la réduction
du risque de rechute initiale. C'est quand même ça l'intérêt. C'est de ne pas avoir à les traiter en phase métastatique, de l'éviter cette métastase. Il y a un gros développement en cours, je vous ai donné l'exemple du palbociclib, qui est l'une des 3 molécules aujourd'hui disponibles. On va avoir les résultats probablement, il faut espérer, dans les 2-3 ans, les premiers résultats. Et non seulement on l'associera à l'hormonothérapie pour faire mieux, mais il est très probable que dans certains cas, mais pas tous, elle pourra aussi faire office de substitut à la chimiothérapie pour certaines tumeurs. Donc c'est quand même, quelque part, en tout cas, une voie, à défaut d'être révolutionnaire, prometteuse. Et maintenant, nous allons tous passer à table après quelques questions. Merci en tout cas de votre attention. Bravo pour cette mise au point magnifique. En plus, l'hormonothérapie qu'on pensait morte, et puis on a réussi à la rattraper par... C'est quand même super. En tous les cas, c'est vrai que le palbo est quand même bien supporté, même s'il est très leucopéniant, mais très rarement compliqué. Bon, ça va peut-être changer avec les nouveaux, là. On n'a pas encore beaucoup d'expérience. Oui, il y a une question, et ça sera la seule. Ah, une question. Pour les femmes qui ont un triple négatif, est-ce que éventuellement les inhibiteurs de cycline peuvent être une alternative ultérieurement? Non, parce que c'est un peu compliqué, mais pour que les inhibiteurs de cycline fonctionnent, c'est théoriquement, il faut qu'il y ait la conservation de la protéine RB, qui est un jeune suppresseur de tumeurs, et les triples négatifs ne l'ont pas ou très peu, donc il n'y a pas sur les essais précliniques, il n'y avait aucune efficacité sur les non-luminales, c'est-à-dire les tumeurs, donc triple négatif. En revanche, ça vient aussi à grands pas dans les tumeurs qui surexpriment la protéine HER2, indépendamment du statut des récepteurs hormonaux. Il y a des essais en cours. Donc voilà. Mais aujourd'hui, les triples négatifs, on l'a vu ce matin, peut-être un petit soupçon avec l'immunothérapie, mais on en revient aussi. Hein. Il faut être honnête. Et encore uniquement celle qui aurait une signature immune, c'est-à-dire le PD-L1 positif. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est le vrai problème. Attention, il y a les inhibiteurs de mTOR, AKT, qui aussi pourraient être intéressants et triple négatifs. On est très en retard. C'est vraiment le challenge aujourd'hui. Parce que ça rechute plus, parce que c'est plus agressif, et que quand on les traite en phase de rechute, on n'a pas vraiment amélioré nos résultats, il faut être honnête, hein, par rapport à la chimiothérapie avec bevacizumab ou sans, même si l'immunothérapie pourrait, pour un petit sous-groupe de celle-ci, apporter un petit plus. Mais les résultats sont un peu décevants. Merci beaucoup.